Le ciel d'Évreux était d'un gris métallique ce matin de novembre 2024, épais comme une couverture humide qui étouffait les bruits de la ville. Lucien Vasseur, 42 ans, archéologue légiste de profession et cynique par nécessité, descendit de sa Peugeot cabossée en boutonnant son manteau contre le vent glacial qui balayait les champs boueux en périphérie de la ville. Devant lui, une dizaine d'engins de chantier étaient immobilisés autour d'un cratère béant comme des bêtes préhistoriques figées en pleine attaque. L'appel était arrivé à 6 heures du matin. Une voix tendue au téléphone. « Monsieur Vasseur, nous avons un problème. Les travaux de l'A154 sont suspendus. On a trouvé quelque chose de considérable. » Lucien avait grandi à Évreux. Il connaissait chaque rue pavée, chaque café défraîchi du centre-ville, chaque secret que murmurait la cathédrale Notre-Dame lorsque le vent d'ouest soufflait. Mais il était parti à 20 ans pour Paris, fuyant les souvenirs d'une sœur morte trop jeune dans un accident stupide sur la route de Louviers. 22 ans plus tard, revenir sur cette terre normande lui donnait l'impression de marcher sur sa propre tombe. « Vasseur, par ici !» La voix appartenait à Marc Belmont, ingénieur en chef du projet autoroutier. 45 ans, barbe poivre et sel mal taillée, yeux cernés de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 48 heures. Il se tenait au bord de l'excavation, une main agrippée à son casque jaune comme à une bouée de sauvetage. Lucien s'approcha, ses bottes s'enfonçant dans la boue visqueuse. La pluie de la veille avait transformé le terrain en marécage. L'odeur de terre mouillée et de quelque chose de plus ancien, de plus profond, montait du trou comme un soupir exhumé. « Qu'est-ce que vous avez déterré, Belmont ?» L'ingénieur déglutit péniblement. « Regardez vous-même. On pensait tomber sur des fondations romaines, peut-être un vieux moulin, mais ça n'a rien à voir. » Lucien se pencha au-dessus du bord. À 15 mètres de profondeur, sous des couches de terre compactées, de racines enchevêtrées et de débris végétaux en décomposition, émergeait une structure monumentale. Des murs de pierre grise, rongés par l'humidité et le temps, formaient l'ossature d'un bâtiment colossal. Des fenêtres aux barreaux tordus s'ouvraient comme des orbites vides. Une porte massive en fer, à moitié enfouie, portait encore des traces de peinture écaillée. Un bleu délavé qui avait peut-être été médical, institutionnel. « Un bâtiment », murmura Lucien. « Un grand bâtiment. 3 étages, peut-être 4 sous terre. C'est ce qu'on pense aussi, mais voilà le problème. » Belmont sortit un iPad de sa sacoche, ses doigts gantés maladroits sur l'écran tactile. Il affiche une carte cadastrale moderne superposée à des plans historiques. Les archives départementales, le ministère de la Culture, les registres municipaux depuis 1800. Rien. Ce bâtiment n'existe nulle part. Officiellement, ce terrain est vierge depuis toujours. Terrain agricole puis terrain vague. Pas de permis de construire. Pas de démolition enregistrée. Rien. Lucien fronça les sourcils. Dans sa carrière, il avait exhumé des fosses communes de la Grande Guerre, des charniers médiévaux, des caves, oubliées de châteaux rasés. Mais un bâtiment entier effacé des registres, c'était soit une erreur bureaucratique monumentale, soit quelque chose de délibéré. « Il faut descendre », dit-il simplement. 30 minutes plus tard, harnaché à un système de cordes, Lucien touchait le sol du premier niveau souterrain. L'air était glacial, chargé d'humidité et d'une odeur de moisissure si épaisse qu'elle semblait avoir une texture. Sa lampe torche perça l'obscurité, révélant un corridor de pierre, étroit, claustrophobe. Les murs suintaient. Des plaques de plâtre détrempées pendaient comme de la peau morte. À sa droite, une plaque de métal rouillée, à moitié arrachée du mur. Il essuya la crasse avec sa manche. Des lettres apparurent, gravées en relief. Sanatorium de Sainte-Agathe, fondé en 1865, soigner l'âme, réparer l'esprit. Un sanatorium, un asile psychiatrique. Lucien sentit un frisson lui parcourir l'échine qui n'avait rien à voir avec le froid. Il avança dans le couloir, chaque pas résonnant comme un battement de cœur ralenti. Des portes métalliques jalonnaient le passage, toutes fermées, toutes verrouillées de l'extérieur.
Il força l'une d'elles avec un pied de biche. Le grincement du métal rouillé déchira le silence. La pièce derrière était une cellule, 4 mètres carrés. Un lit en fer boulonné au sol, le matelas depuis longtemps disparu, rongé par les rats et le temps. Des sangles de cuir pendèrent du cadre, leurs boucles encore fermées. Au mur, des graffitis, non pas des graffitis, des griffures. Des ongles avaient labouré le plâtre jusqu'à la pierre. Des mots, désespérés, à peine lisibles. Ils disent que je suis folle. Maman, je t'en supplie. Date, 12 avril 1923. Marie-Thérèse, elle, 19 ans. Lucien photographia méthodiquement. Son estomac se noua. Il connaissait l'histoire des asiles du 19e et du début du 20e siècle. Des endroits où l'on enfermait les femmes hystériques, les pauvres dérangés, les gênants, mais un établissement entier, disparu des archives. Il redescendit au niveau inférieur. Les marches de pierre étaient glissantes, couvertes d'une mousse noire. La température chutait à chaque mètre de descente. Le deuxième sous-sol révéla des salles plus vastes. Une salle commune, avec des chaises alignées comme pour une assemblée fantôme. Une infirmerie, ses armoires métalliques éventrées, des flacons de verre brisés jonchant le sol, morphine, laudanum, bromure. Et puis, au fond, une porte différente, plus massive, plus récente, en acier renforcé. Il fallut 20 minutes pour la forcer. Quand elle céda enfin dans un gémissement de métal torturé, une odeur différente le frappa. Terre fraîchement remuée. Non, pas fraîche, ancienne, mais compacte, préservée. La salle derrière était immense. Une cave voûtée, cathédrale souterraine de pierre humide, et au centre, creusée directement dans le sol de terre battue, une fosse, rectangulaire, précise, 20 mètres de long, 8 de large. Lucien descendit dans la fosse, le cœur battant. Sa lampe balaya le fond. Des os, des centaines d'os, des crânes empilés avec une précision militaire, des fémurs, des côtes, des vertèbres, disposés en rangées parfaites, pas jetés, organisés, comme une bibliothèque macabre où chaque livre aurait été un corps. Et sur chaque crâne, gravé dans la suture frontale, à l'aide d'un instrument fin, un scalpel peut-être, un numéro. Lucien compta frénétiquement, photographiant, documentant. Son esprit de scientifique luttait contre la nausée montante. Les numéros continuaient, méthodiques, sans interruption. Et puis, au fond, isolé, un dernier crâne, plus petit, un enfant ou un adolescent. Le numéro gravé était plus profond, plus appuyé, comme si le graveur avait hésité. 201 personnes, 201 victimes, enterrées ici, dans cet endroit qui n'existait pas. Lucien remonta en surface, tremblant malgré son expérience. Belmont l'attendait, anxieux. Alors, appelez la police, la gendarmerie nationale, le procureur. Lucien retira son casque, passa une main dans ses cheveux grisonnants. On a trouvé un charnier, 201 corps. Et je pense que ce n'est que le début. Le lendemain, le site était bouclé. Ruban jaune, tente blanche, camionnette de la police scientifique. Lucien était officiellement embauché comme consultant, mais il n'était pas seul. Elle arriva en fin de matinée, sous une pluie fine qui transformait Évreux en aquarelle grise. Isabelle Renard, 28 ans, anthropologue médico-légal, spécialisée dans les traumatismes squelettiques. Grande, mince, cheveux châtains tirés en queue de cheval serré, regard d'une intensité brûlante derrière des lunettes à monture métallique. Elle portait un blouson technique trop grand pour elle et des bottes de randonnée crottées de boue séchée. « Vasseur ?» Elle lui tendit une main ferme. « Isabelle Renard, on m'a dit que vous aviez trouvé quelque chose de particulier. » Lucien la jaugea. Jeune, ambitieuse, brillante. Il l'avait vue présenter ses recherches lors d'un colloque à Caen l'année précédente. Elle avait démonté l'hypothèse d'un professeur renommé avec une courtoisie glaciale qui cachait mal sa satisfaction. Le genre de personne qui voyait dans chaque découverte une opportunité de faire avancer sa carrière. Particulier est un euphémisme. Venez, je vais vous montrer. Ils descendirent ensemble dans les entrailles du sanatorium.
Isabelle restait silencieuse, mais Lucien voyait ses yeux enregistrer chaque détail, les cellules, les sangles, les graffitis. Quand ils atteignirent la fosse aux ossements, elle s'immobilisa. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Elle s'agenouilla au bord, enfila des gants en latex et commença à examiner les crânes les plus accessibles. Ses doigts étaient sûrs, délicats. Elle retourna un crâne numéroté 47, observa les sutures, la dentition. Adulte, femme, entre 30 et 40 ans. Voyez ces marques. Elle pointa une série de petites perforations circulaires sur le pariétal. Trépanation, chirurgie crânienne, faite de manière artisanale. Regardez les bords irréguliers, les fractures radiales. Aucun signe de cicatrisation osseuse. Elle est morte pendant l'opération, ou juste après. Elle passa au crâne suivant. Numéro 73. Même chose, trépanation. Mais ici, il y a eu plusieurs tentatives. 1, 2, 3 perforations. Comme s'il cherchait quelque chose dans le cerveau. Lucien sentit sa gorge se serrer. Des expérimentations, possibles, ou des lobotomies préfrontales. La technique existait dès les années 1880, de manière primitive. On insérait un pic à glace à travers l'orbite oculaire pour sectionner les connexions nerveuses. Elle releva la tête, ses yeux rencontrant ceux de Lucien. Mais 201 patients, c'est systématique. Ce n'était pas un traitement, c'était un programme. Ils passèrent le reste de la journée à documenter, photographier, prélever des échantillons d'os pour datation au carbone 14. Isabelle travaillait avec une concentration féroce, prenant des notes dans un carnet à spirale couvert de schémas anatomiques. Lucien, lui, se concentrait sur l'architecture, les strates de terre, cherchant des indices sur la période d'enfouissement. En fin d'après-midi, alors que la lumière artificielle des projecteurs donnait à la scène une qualité théâtrale et irréelle, Isabelle fit une découverte. Lucien, ici. Elle se tenait près du mur du fond de la fosse, là où les ossements étaient moins nombreux. Elle avait dégagé un petit espace et pointait sa lampe vers le sol, une dalle de pierre carrée, à moitié enfouie, des inscriptions gravées, effacées par le temps, mais encore visibles. Lucien s'agenouilla à côté d'elle, sortit une brosse douce et commença à nettoyer délicatement la surface. Des lettres apparurent. Ici reposent les âmes perdues, 1866, 1944. Que Dieu leur accorde la paix, que l'histoire les oublie. Que l'histoire les oublie, lut Isabelle à voix haute. C'est une épitaphe ou un ordre? Lucien ne répondit pas. Il fixait les dates. 1866 à 1944. 78 ans d'existence. Et puis, le silence, l'effacement. Comme si quelqu'un avait délibérément voulu faire disparaître toute trace de cet endroit et de ses victimes. Il faut qu'on trouve les archives, dit-il enfin, les vraies archives. Quelqu'un savait ce qui se passait ici. Quelqu'un a donné l'ordre de tout enterrer. Cette nuit-là, Lucien ne dormit pas. Allongé dans sa chambre d'hôtel impersonnelle à la périphérie d'Évreux, il écoutait la pluie marteler la fenêtre et pensait à ces 201 crânes numérotés. 201 personnes qui avaient vécu, souffert, hurlé dans l'obscurité de ce sanatorium fantôme. Et quelqu'un avait décidé qu'elles ne méritaient même pas d'exister dans les registres. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. L'aube se leva sur Évreux dans une explosion de couleurs automnales, orange brûlé, rouge sang, or fané. Lucien traversa la ville encore endormie, ses rues médiévales luisant d'humidité. La cathédrale Notre-Dame dressait ses flèches gothiques contre un ciel qui promettait une accalmie temporaire. Il se dirigeait vers les archives départementales de l'Eure, un bâtiment moderne et austère en périphérie du centre historique, tout béton et verre fumé. Isabelle l'attendait devant l'entrée, 2 gobelets de café fumant à la main. Elle lui en tendit un. « J'ai appelé la directrice hier soir, Madame Lemoine. Elle nous attend. » Et Claudine Lemoine avait 65 ans, des cheveux argentés coupés courts et l'air perpétuellement soucieux de quelqu'un qui a consacré sa vie à préserver des documents que personne ne lit jamais.
Elle les accueillit dans une salle de consultation lambrissée de bois clair, où des rangées de fichiers informatisés côtoyaient d'anciens catalogues sur fiches cartonnées. « Sainte-Agathe » répéta-t-elle en fronçant les sourcils, ses doigts pianotant sur son clavier. « C'est ce que vous avez dit au téléphone. Un sanatorium, 1865. » Elle secoua la tête. « Je vous le confirme, il n'y a aucune mention de cet établissement dans nos archives officielles. J'ai vérifié 3 fois. Pas de permis de construire, pas de registre d'exploitation, pas de correspondance administrative. C'est comme s'il n'avait jamais existé. »« Mais vous avez dit « archives officielles », insista Lucien. « Qu'en est-il des archives non officielles ?» Madame Lemoine hésita. Son regard se fit prudent. « Il y a des collections privées, des dons de familles locales, des documents qui ne font pas partie du catalogue standard. Certains sont scellés. » Scellés ? Par qui ? Par des accords de confidentialité, parfois par des ordres préfectoraux anciens, jamais révoqués. Elle se leva, lissa sa jupe. « Attendez ici. Je vais voir ce que je peux trouver. » Elle revint 20 minutes plus tard, portant une boîte d'archives en carton gris, poussiéreuse et déformée par le temps. Sur le côté, une étiquette manuscrite à l'encre fanée. Fonds Garneau, confidentiel, ne pas consulter sans autorisation préfectorale. La famille Garneau possédait des terres à Évreux jusqu'aux années 1950. Le dernier descendant a légué ses papiers personnels aux archives avant de mourir en 1998. Techniquement, la restriction de consultation a expiré il y a 2 ans, mais personne n'a jamais demandé à voir ces documents. Elle posa la boîte sur la table. « Je ne suis pas censé vous laisser fouiller là-dedans sans autorisation formelle. Mais vu ce que vous avez trouvé, je pense que l'intérêt public l'emporte. » Lucien et Isabelle ouvrirent la boîte comme des archéologues ouvrant un sarcophage. À l'intérieur, un chaos de documents. Lettres jaunies, coupures de presse fragiles, registres reliés de cuir craquelé, photographies sépia au bord dentelé. Isabelle sortit un registre. La couverture portait une inscription en lettres d'or effacées. Sanatorium de Sainte-Agathe, Journal des admissions, 1866-1890. Ils l'ouvrirent ensemble. Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée, méthodique. Des noms, des dates, des diagnostics. 15 mars 1866, patient neuro 1, Bertrand Jean-Louis, 34 ans. Diagnostic, mélancolie chronique avec tendance suicidaire, admis sur ordre familial. 22 mars 1866, patient Nodéro 2, Fontaine, Marie-Claire, 28 ans. Diagnostic, hystérie féminine, admise sur demande de son époux. 3 avril 1866, patient numéro 3, Leroux, Antoine, 19 ans. Diagnostic, idiotie congénitale, admis par l'assistance publique. Les entrées continuaient, page après page. Isabelle tournait lentement, revérencieusement. Lucien lisait par-dessus son épaule, son cœur se serrant à chaque nom. « Regardez les diagnostics », murmura Isabelle. « Mélancolie, hystérie, folie morale, délire mystique, manie alcoolique. La moitié de ces gens n'étaient probablement pas malades, juste pauvres, ou gênants, ou femmes. Au patient numéro 200, l'écriture changeait, devenait plus hâtive, nerveuse. 12 octobre 1866. Patient numéro 200. Mercier, Hélène, 16 ans. Diagnostic, état confusionnel suite à trauma familial. Admise en urgence, capacité complète atteinte. Et puis, sur une page séparée, presque arrachée, 18 octobre 1866, patient numéro 201, anonyme, sexe masculin, environ 14 ans. Trouvé errant près de l'institution. Absence de parole, absence d'identité. Marqué pour observation spéciale. Un enfant sans nom, le 201e, le dernier. Lucien photographia chaque page avec son téléphone. Isabelle sortit d'autres documents, des lettres. L'une d'elles attira son attention. Elle était adressée au préfet de l'Eure, datée du 5 novembre 1866, signée par un certain docteur Henri Beaumont. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que le sanatorium de Sainte-Agathe a atteint sa capacité initiale prévue de 200 pensionnaires.
Toutefois, les besoins sont bien supérieurs à nos estimations. Les cas de folie morale et de dégénérescence mentale se multiplient dans le département. Je sollicite donc une extension des crédits pour accueillir davantage d'âmes souffrantes. Par ailleurs, je tiens à vous assurer que les thérapies novatrices que nous développons ici portent leurs fruits. Les traitements par hydrothérapie intensive, les régimes de jeûne contrôlés et les interventions chirurgicales ciblées montrent des résultats prometteurs sur les cas les plus résistants. Je reste à votre disposition pour toute visite d'inspection. Respectueusement, Dr Henri Beaumont, directeur médical, thérapie novatrice, lut Isabelle à voix haute, son ton chargé de dégoût. Hydrothérapie intensive, de l'eau glacée pour calmer les patients, jeûne contrôlé, les affamés, et intervention chirurgicale ciblée. Les trépanations, compléta Lucien. Ce salaud faisait des expériences sur eux. Ils continuèrent à fouiller. Une coupure de journal, du journal d'Évreux, daté du 3 septembre 1920. Incendie au sanatorium, 3 morts, 10 blessés. Un violent incendie a ravagé l'aile ouest du sanatorium de Sainte-Agathe hier soir. Les causes sont encore inconnues, mais les témoins évoquent une chandelle renversée dans une cellule. Les pompiers ont lutté pendant 6 heures pour maîtriser les flammes. Le directeur actuel, Dr Laurent Giraud, déplore la perte de vies humaines et assure que les normes de sécurité seront renforcées. Donc l'endroit existait encore dans les années 1920. Lucien nota mentalement de chercher des traces de cet incendie. Puis, au fond de la boîte, un document qui les glaça tous les deux. Une circulaire administrative, tapée à la machine, datée du 15 août 1944. En tête, préfecture de l'Eure, confidentiel, détruire après lecture. Objet, fermeture définitive du sanatorium de Sainte-Agathe. Par ordre du gouvernement provisoire et en accord avec les autorités ecclésiastiques, le sanatorium de Sainte-Agathe est déclaré fermé avec effet immédiat. Tous les dossiers médicaux, registres administratifs et correspondances liés à cet établissement doivent être remis aux autorités préfectorales pour archivage scellé. Les structures bâties doivent être démantelées et le terrain remis en état agricole. Aucun monument, aucune plaque commémorative ne sera érigée. Le personnel médical et administratif ayant exercé dans cette institution est tenu au secret professionnel absolu sous peine de poursuite pénale. Motif, protection de l'ordre public et de la dignité des familles concernées. Signé, préfet Armand-Thierry. Isabelle releva la tête abasourdie. Ils l'ont effacé volontairement. En 1944, après la libération, quelqu'un a donné l'ordre de faire disparaître toute trace de cet endroit. Mais pourquoi? Lucien se leva, commença à faire les 100 pas. Ok, c'était un asile psychiatrique où on maltraitait les patients. C'était malheureusement courant à l'époque. Pourquoi cacher son existence? Peut-être à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre, suggéra Isabelle. L'occupation, le régime de Vichy. Lucien s'arrêta net. Mon Dieu, l'extermination des malades mentaux. Isabelle hocha gravement la tête. Le programme T4 en Allemagne a exterminé plus de 70 000 handicapés et malades mentaux entre 1939 et 1941. En France, sous Vichy, il n'y avait pas de programme officiel d'euthanasie. Mais les asiles psychiatriques ont été délibérément sous-alimentés, compléta Lucien. Il se souvenait de ses cours d'histoire. Les rations étaient détournées. On estimait à 45 000 le nombre de patients morts de faim dans les asiles français entre 1940 et 1944. Mais si Sainte-Agathe abritait 201 patients au début de la guerre, Isabelle ne finit pas sa phrase. Madame Lemoine, qui avait suivi l'échange en silence, intervint doucement. Il y a autre chose. Attendez. Elle disparut à nouveau et revint avec un dossier plus petit. Ce n'est pas dans les archives officielles non plus. C'est un témoignage oral, enregistré en 1987 par un étudiant en histoire locale. L'interviewé était Auguste Valentin, 87 ans à l'époque. Il avait été gardien au sanatorium de Sainte-Agathe de 1938 à 1944.
Elle posa sur la table une vieille cassette audio et un lecteur poussiéreux. « Vous voulez l'écouter » Ils acquiescèrent. Madame Lemoine inséra la cassette. Il y eut un grésillement, puis une voix masculine, âgée, tremblante, se fit entendre. « Je n'ai jamais voulu en parler. Pendant 40 ans, je me suis tu. Mais je suis vieux maintenant, et je ne veux pas mourir avec ce poids sur la conscience. J'ai commencé à travailler à Sainte-Agathe en 1938. C'était déjà un endroit terrible. Les patients étaient enfermés comme des animaux. On les attachait quand ils criaient trop fort. Le directeur de l'époque, le docteur Giraud, faisait des opérations, des lobotomies, il appelait ça. Il ouvrait leur crâne et fouillait avec des outils. La plupart mouraient. Ceux qui survivaient n'étaient plus humains. Puis la guerre est arrivée. Les Allemands ont occupé Évreux. Au début, ils ne s'intéressaient pas à nous. Mais en 1942, des officiers SS sont venus inspecter l'asile. Ils ont dit que les fous étaient inutiles à l'effort de guerre. Le docteur Giraud, il était d'accord. Ou il avait peur. Je ne sais pas. Les rations ont été coupées, puis coupées encore. Les patients maigrissaient à vue d'œil. Ils suppliaient pour de la nourriture. Certains mangeaient des insectes, de l'herbe qu'ils arrachèrent de la cour quand on les sortait. En 1943, ils ont commencé à mourir en masse. 10, 15 par semaine. On les enterrait dans une fosse derrière le bâtiment. Pas de cercueil, juste des corps empilés. On leur gravait un numéro sur le crâne avant de les jeter dedans. C'était l'ordre du docteur. Pour les comptabiliser, il disait. Et puis, en août 1944, juste avant la libération, tout s'est accéléré. Les derniers patients vivants ont été éliminés. Injection de morphine. Certains étouffés dans leur sommeil. Je ne sais pas qui a donné l'ordre. Peut-être Giraud, peut-être les Allemands en fuite. En 3 jours, l'asile était vide. 201 morts. Après la libération, des hommes sont venus. Pas des soldats, des civils. Ils ont dit qu'ils venaient de Paris, du nouveau gouvernement. Ils ont scellé tous les dossiers, tous les documents. Ils ont ordonné au préfet de faire démanteler le bâtiment et de tout enterrer. Pour protéger la dignité des familles, il disait. Pour éviter le scandale. Moi et les autres gardiens, on nous a fait signer des papiers. On nous a menacés de prison si on parlait. Alors on s'est tu. Mais je veux qu'on sache. Ces 201 personnes, elles ont existé. Elles ont souffert. Et on les a laissées mourir, et puis on a fait comme si elles n'avaient jamais existé. La cassette grinça dans le silence, puis s'arrêta. Madame Lemoine éteignit le lecteur. Lucien et Isabelle restèrent immobiles, assommés par le poids de ce témoignage. « Bouh, il est mort 3 mois après cet enregistrement », dit doucement Madame Lemoine. « Crise cardiaque. L'étudiant qui l'avait interviewé a déposé la cassette ici, mais elle n'a jamais été cataloguée. Elle était simplement oubliée, comme le reste. » Isabelle serrait les poings, ses jointures blanches. Donc c'était ça, un massacre par négligence pendant la guerre. Et ensuite, un étouffement bureaucratique, pour ne pas salir la réputation de la France libérée. 201 fantômes, murmura Lucien, effacés 2 fois, une fois en mourant, une fois en étant rayés de l'histoire. Ils passèrent le reste de la journée à copier, photographier, documenter. Madame Lemoine les laissa faire, comprenant l'importance de leur travail. À 18 heures, quand les archives fermèrent, Lucien et Isabelle ressortirent dans le crépuscule d'Évreux, chargés de preuves, de noms, de vies retrouvées. « On va les faire exister à nouveau », dit Isabelle avec une détermination farouche. « Chacun de ces 201, on va retrouver leur famille, leurs descendants. On va leur donner une sépulture digne. On va raconter leur histoire. » Lucien acquiesça. Mais au fond de lui, une question taraudait. Auguste Valentin avait parlé d'hommes venus de Paris après la libération, des civils qui avaient ordonné l'effacement. Qui étaient-ils? Et pourquoi ce secret avait-il été si important qu'on était allé jusqu'à enterrer physiquement un bâtiment entier? Il avait l'impression que sous la tragédie évidente, la mort des patients, la collaboration médicale avec le régime de Vichy, se cachait quelque chose d'autre, un secret plus profond, plus sombre. Cette nuit-là, Lucien fit des recherches sur le docteur Henri Beaumont, le directeur fondateur.
Il le trouva mentionné dans quelques rares publications médicales de la fin du XIXe siècle. Un pionnier de la neurochirurgie, écrivait-on. Un esprit brillant mais controversé. Certaines sources le décrivaient comme un visionnaire. D'autres, plus rares et marginales, parlaient d'un monstre qui avait utilisé ses patients comme cobayes. Mais Beaumont était mort en 1898. Ce qui s'était passé ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, et surtout sous l'occupation, c'était l'œuvre de ses successeurs. À 2 heures du matin, épuisé, Lucien éteignit son ordinateur. Dehors, la pluie avait repris. Il s'endormit en pensant au crâne numéro 201, l'enfant sans nom, celui que personne n'avait réclamé, celui qui, même au moment de mourir, n'avait eu droit qu'à un numéro. Demain, décida-t-il, il retournerait sur le site. Il y avait forcément quelque chose qu'ils avaient manqué, un indice qui expliquerait pourquoi cet effacement avait été si total, si systématique. Il ne croyait pas si bien dire. Le matin du 3e jour, Lucien arriva sur le chantier avant l'aube. Le ciel était d'un violet profond, strié de nuages noirs annonçant une nouvelle tempête. Les projecteurs du site découpaient des ombres dures dans la brume, montant des champs. Isabelle était déjà là, accroupie près de la fosse, aux ossements, examinant des fragments de tissu retrouvés entre les os. « Regarde ça » dit-elle sans lever les yeux. Elle tenait délicatement un lambeau de toile moisie, à peine identifiable. « C'est un morceau de blouse, de l'uniforme des patients, et là, brodé au fil rouge. » Elle tourna le tissu vers la lumière. Un numéro était cousu, maladroitement comme fait à la main, 103. « Ils les marquaient même sur leurs vêtements, » murmura Lucien, « pour les dépersonnaliser complètement. » Isabelle hocha tristement la tête. « J'ai terminé l'examen préliminaire d'une 50aine de crânes. Tous montrent des signes de malnutrition sévère. Porosité osseuse, amincissement de la voûte crânienne, fracture de stress, et au moins 15 présentent des traces de lobotomie ou de trépanation. » Elle se leva, épousseta ses genoux. « Mais il y a quelque chose d'étrange. Les numéros ne sont pas tous gravés de la même main, ni à la même époque. Les premiers, disons de 1 à 50, sont gravés profondément, avec précision, probablement dans les années 1860-1870. Les suivants sont plus superficiels, plus hâtifs, et les derniers, de 180 à 201, semblent avoir été faits à la va-vite, juste avant l'inhumation, comme s'ils avaient été marqués après la mort, compléta Lucien. Une comptabilité macabre. Un bruit attira leur attention. Marc Belmont descendait l'échelle métallique qui reliait désormais la surface au premier sous-sol, son visage grave. Vasseur, Renard, on a un problème, ou plutôt, on a une découverte. Ils le suivirent jusqu'au 2e sous-sol, celui des salles communes et de l'infirmerie. Une équipe de techniciens avait commencé à sonder les murs pour établir un plan structural complet. L'un d'eux, un jeune homme nommé Thomas, se tenait devant un mur au fond de l'infirmerie, tenant un radar de sol portable. « Monsieur Belmont, regardez ça !» Il désigna son écran. « Le mur est creux. Enfin, pas exactement creux. Il y a un espace derrière, une pièce ou un couloir, mais sur les plans qu'on a établis, il ne devrait rien y avoir là. » Lucien s'approcha, examina le mur. Pierre et mortier, apparemment identiques au reste de la structure. Mais en tapotant avec les jointures, on entendait effectivement un son légèrement plus creux. « Un espace caché », dit Isabelle. « Une salle secrète ?» Belmont soupira. « On peut percer, mais si c'est structurel, ça pourrait déstabiliser le bâtiment. »« Faites-le » ordonna Lucien. « Prudemment, mais faites-le. » Il fallut 2 heures de travail méticuleux. Les techniciens utilisèrent d'abord un perforateur pour créer des trous de reconnaissance, puis une scie diamantée pour découper un panneau d'accès. Quand le morceau de mur tomba enfin avec un bruit sourd, un courant d'air froid et vicié s'échappa, apportant avec lui une odeur de renfermé, de papier moisi, de quelque chose de longtemps scellé. Lucien passa le premier, sa lampe frontale transperçant l'obscurité. Il se retrouva dans un corridor étroit, les murs suintant d'humidité.
Le couloir s'enfonçait en pente douce, descendant encore plus profondément dans la terre. Un troisième sous-sol, dit-il à voix haute. Il y a un troisième niveau que personne ne connaissait. Isabelle le rejoignit, suivi de Belmont et de 2 techniciens. Ils progressèrent prudemment, leurs lampes dansant sur les parois. Le couloir débouchait sur une salle circulaire, d'environ 10 mètres de diamètre. Et là, ils s'arrêtèrent tous, sidérés. La salle était une sorte de bureau ou de bibliothèque secrète. Des étagères métalliques couvrirent les murs, chargées de boîtes d'archives, de registres, de classeurs. Au centre, un bureau massif en chêne, miraculeusement préservé malgré l'humidité. Et sur ce bureau, disposés avec un soin presque religieux, des objets qui glacèrent le sang de Lucien. Des instruments médicaux, scalpels, forceps, tréfines, mais aussi des objets plus sinistres. Des seringues en verre avec des aiguilles énormes, des fioles contenant des résidus noirâtres desséchés, et un pic à glace, l'outil classique des lobotomies transorbitales. Isabelle s'approcha des étagères, sortit un registre au hasard. Elle l'ouvrit, lut la première page, et pâlit. Lucien, ce sont des dossiers médicaux, détaillés, avec des noms, des dates, des descriptions de procédures. Lucien prit le registre de ses mains tremblantes. Il lut « Patient numéro 47, Fontaine, Marie-Claire admise, 22 mars 1866. Diagnostic, hystérie féminine, tendance nymphomaniaque, traitement, hydrothérapie froide intensive, échec, contention prolongée, échec, ovariectomie, échec, décès suite à septicémie. Date du décès, 14 novembre 1866. Inhumation, fosse commune, secteur A. Mon Dieu, souffla Isabelle. Ils lui ont enlevé les ovaires pour guérir l'hystérie. C'était une pratique courante au XIXe siècle, mais elle n'acheva pas. Ils commencèrent à ouvrir d'autres dossiers. Patient après patient, histoire après histoire, chacune plus horrible que la précédente. Patient numéro 12, Leroux, Antoine, 19 ans. Lobotomie frontale, décès par hémorragie cérébrale. Patient Onodero 73, Bouvier, Jeanne, 34 ans. Expérimentation de jeûne prolongé, 48 jours. Décès par inanition. Patient numéro 28, Petit, Marcel, 41 ans. Injection de substances expérimentales dérivées de mercure. Convulsion fatale. Mais ce fut Belmont qui fit la découverte la plus choquante. Au fond de la salle, il ouvrit une armoire métallique fermée par un simple cadenas rouillé. À l'intérieur, des dizaines de photographies. Des photographies de patients, avant et après les traitements. Des visages déformés par la douleur, des corps émaciés, des crânes ouverts lors d'autopsie. Et pire encore, des photographies de groupe. Des rangées de patients alignés dans la cour du sanatorium, numérotés sur des plaques autour de leur cou. Comme du bétail. C'était une expérimentation de masse, dit Lucien, la voix étranglée. Pas un asile psychiatrique, un laboratoire humain. Isabelle continuait à fouiller. Elle trouva un dossier plus épais que les autres, marqué « Rapport confidentiel, direction médicale, 1890-1944 ». Elle l'ouvrit. Les premières pages étaient rédigées par le docteur Beaumont lui-même, décrivant sa vision pour Sainte-Agathe. Le progrès de la médecine mentale nécessite des sacrifices. Ces âmes perdues, rejetées par la société, peuvent servir un dessein supérieur. En comprenant les mécanismes de la folie, nous ouvrons la voie à la guérison de l'humanité entière. Chaque échec nous rapproche du succès. Chaque mort nous enseigne. Plus loin des rapports de ses successeurs. Le docteur Laurent Giraud, qui avait dirigé l'asile de 1920 à 1944, avait écrit en 1941 « Avec l'accord tacite des autorités d'occupation, nous poursuivons les recherches. Les restrictions alimentaires imposées aux patients permettent d'étudier les effets de la malnutrition sur les fonctions cérébrales. Les résultats sont prometteurs pour comprendre les limites de la survie humaine. » C'était dit froidement, cliniquement. Pas de remords, pas d'humanité, juste de la curiosité scientifique dévoyée. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons,
Partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Mais le pire était encore à venir. Au fond du dossier, Isabelle trouva une série de documents datés d'août 1944, juste après la libération d'Évreux par les Alliés. Des lettres échangées entre le préfet Armand Thierry, le docteur Giraud, et une personne simplement identifiée comme C.M. Paris. La première lettre, du préfet au mystérieux C.M., 18 août 1944. Monsieur, suite à nos échanges téléphoniques, je confirme que la situation au sanatorium de Sainte-Agathe est sous contrôle. Les derniers pensionnaires ont été libérés conformément à vos instructions. Le docteur Giraud a supervisé l'opération. Il n'y a eu aucun témoin externe. Toutefois, je dois soulever une préoccupation majeure. Plusieurs membres du personnel, gardiens, infirmières, sont au courant de ce qui s'est passé ici, tant pendant l'occupation qu'avant. Certains pourraient parler. Quelle est votre recommandation? La réponse de CM. 2 jours plus tard. 20 août 1944. Monsieur le préfet, le gouvernement provisoire est bien conscient de la nature délicate de cette affaire. Le sanatorium de Sainte-Agathe représente un risque pour la réputation de la France en reconstruction. Nous ne pouvons pas permettre que les atrocités commises là-bas, que ce soit avant ou pendant la guerre, deviennent publiques. Procédez comme suit. 1. Scellez tous les documents et dossiers médicaux. Les transférer à Paris sous haute confidentialité. 2. Démanteler physiquement le bâtiment. Enterrer les structures restantes. 3. Faire signer des accords de confidentialité à tout le personnel. Menace de poursuite pénale en cas de violation. 4. Retirer toute mention de l'établissement des registres officiels. Quant au reste des patients, une inhumation discrète dans la fosse existante suffira. Aucune cérémonie, aucun monument. L'histoire de Sainte-Agathe doit mourir avec ses victimes. Cordialement, CM. Lucien sentit une rage froide monter en lui. CM. Un initial. Quelqu'un du nouveau gouvernement de De Gaulle. Quelqu'un d'assez haut placé pour donner des ordres à un préfet. Mais pourquoi? Demanda Belmont, abasourdi. Pourquoi cacher ça? Ce sont les nazis et Vichy qui ont affamé ces gens. Après la libération, on aurait pu les honorer comme victimes. Parce que ce n'était pas que Vichy, répondit Isabelle lentement, comprenant. Les expérimentations ont commencé en 1866, bien avant la guerre. Sous la Troisième République, des médecins français respectables, des familles françaises qui internaient leurs proches gênants. Si on révélait ce qui s'était passé ici, ça n'aurait pas sali que Vichy, ça aurait sali toute l'institution psychiatrique française, toute la médecine. Alors ils ont tout effacé, conclut Lucien amèrement, pour protéger la réputation du pays, pour ne pas avoir à rendre de compte. Il continua à fouiller dans les documents. Et là, tout au fond, il trouva une dernière enveloppe, scellée à la cire rouge, portant juste un mot, testament. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite datée du 14 août 1944, signée par le docteur Laurent Giraud, à qui découvrira ceci: « Je sais ce que vous pensez de moi. Vous me jugez, vous me haïssez, vous avez raison. Mais je veux que vous compreniez, je n'étais pas un monstre quand j'ai commencé. En 1920, quand j'ai pris la direction de Sainte-Agathe, je croyais sincèrement pouvoir aider ces gens. J'avais étudié à Paris, lu les travaux les plus modernes. Je voulais guérir, mais cet endroit, il vous change. Année après année, voir ces visages vides, ces corps qui ne sont plus que des enveloppes, vous commencez à les voir comme des objets, comme du matériel. La science devient plus importante que l'humanité. Et puis la guerre est arrivée. Les Allemands nous ont coupé les vivres. Les patients mouraient de faim. J'aurais pu protester, démissionner, mais j'ai choisi de rester, parce que j'ai vu une opportunité. Étudier les effets de la malnutrition extrême, documenter les étapes de la dégradation physique et mentale, des données qu'aucun chercheur n'avait jamais pu recueillir. J'ai laissé mourir 201 personnes, lentement, en prenant des notes. Maintenant, on me demande de les achever proprement, d'effacer les preuves, de devenir complice d'un mensonge national. Je vais le faire, parce que je suis un lâche, parce que j'ai peur de la prison, du déshonneur.
Mais je laisse ces documents ici, dans ce bureau secret que personne ne connaît sauf moi. Un jour, quelqu'un les trouvera. Un jour, la vérité ressortira. Je ne demande pas le pardon, je ne le mérite pas. Je demande juste que ces 201 âmes ne soient pas oubliées pour toujours. Leurs noms sont dans ces registres, leurs visages dans ces photographies, leurs souffrances dans ces rapports. Faites-les exister à nouveau. Dr Laurent Giraud, 14 août 1944. Le silence qui suivit fut lourd, écrasant. Lucien tenait la lettre, les mains tremblantes. Autour de lui, Isabelle pleurait silencieusement. Belmont avait le visage livide. « Il savait », murmura Lucien. « Ce salaud savait que ce qu'il faisait était monstrueux, et il l'a fait quand même. Mais il a laissé les preuves, » dit Isabelle en s'essuyant les yeux. « Peut-être qu'au fond, une part de lui espérait la rédemption, ou au moins que la vérité soit révélée. » Lucien regarda autour de lui. Cette salle secrète, ces milliers de pages de dossiers médicaux, ces photographies accablantes. C'était un trésor archéologique macabre, la preuve irréfutable d'un crime contre l'humanité commis sur le sol français par des Français et ensuite soigneusement dissimulé. « On sort tout », déclara-t-il, « chaque document, chaque photographie, chaque instrument. On catalogue tout, on numérise tout et on publie. Ça va faire un scandale énorme, » avertit Belmont. Le gouvernement, les institutions médicales, l'Église, ils vont tous essayer de bloquer ça. Qu'ils essaient, répondit Lucien avec une détermination de fer. Ces 201 personnes sont mortes 2 fois, une fois physiquement, une fois administrativement. Je ne les laisserai pas mourir une 3e fois par le silence. Ils passèrent le reste de la journée à documenter la salle secrète. Isabelle photographia chaque page de chaque registre. Lucien emballa précautionneusement les instruments médicaux. Les techniciens commencèrent à transporter les boîtes d'archives vers la surface. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le 3e sous-sol, Isabelle remarqua quelque chose. Un dernier détail qui avait échappé à leur attention. Dans le coin le plus sombre de la salle, dissimulé derrière une étagère, il y avait une petite porte. Une porte d'enfant, presque. Lucien la poussa. Elle s'ouvrit en grinçant. Derrière, une minuscule cellule. 2 mètres carrés. Pas de fenêtre. Juste un lit de fer minuscule, et sur le mur, gravés maladroitement des dessins d'enfants, un soleil, une maison, des silhouettes qui pouvaient être des parents, et en dessous, gravés plus profondément, avec ce qui ressemblait à un clou. « Je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans. Je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît. » Lucien sentit sa gorge se serrer. Le patient, numéro 201. L'enfant sans nom. Il avait un nom, Thomas, et il voulait juste rentrer chez lui. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Lucien et Isabelle, avec l'aide de l'équipe de Belmont, extrayèrent l'intégralité des archives du bureau secret. Plus de 3000 documents, 512 photographies, 127 dossiers médicaux individuels. Tout fut numérisé, catalogué, daté. Lucien contacta le procureur de la République d'Évreux. Une enquête officielle fut ouverte. Les ossements furent transférés dans un laboratoire médico-légal à Rouen pour analyse ADN systématique. L'objectif, identifier autant de victimes que possible et, si possible, retrouver des descendants. Mais en parallèle de cette procédure officielle, Lucien décida de mener sa propre investigation. Il voulait comprendre qui étaient vraiment ces 201 personnes. Pas juste des numéros, pas juste des victimes. Des êtres humains avec des histoires, des familles, des rêves. Il commença par le patient numéro 1, Bertrand Jean-Louis, 34 ans, admis le 15 mars 1866 pour mélancolie chronique. Les registres indiquaient qu'il était originaire d'un petit village près de Bernay, à 40 km d'Évreux. Lucien s'y rendit un matin brumeux de décembre.
Le village n'avait guère changé depuis le XIXe siècle. Une rue principale pavée, une église romane, une mairie décrépite. Dans les archives paroissiales, miraculeusement préservées, il trouva un acte de baptême. Jean-Louis Bertrand, né le 3 janvier 1832, fils de François Bertrand, maréchal Ferrand, et de Marie Legrand. Marié en 1855 à Clotilde Roux. 3 enfants. Lucien suivit la piste. Les descendants des enfants de Jean-Louis, génération après génération. Certaines branches s'étaient éteintes, d'autres avaient émigré, mais l'une d'elles menait à une femme de 72 ans vivant encore dans la région. Simone Bertrand-Lachaume, arrière-petite-fille de Jean-Louis. Lucien la contacta. Elle accepta de le rencontrer. Ils se retrouvèrent dans le salon de sa maison à Évreux, une pièce encombrée de photographies de famille, de bibelots, de souvenirs. Simone était une femme au visage rond et doux, aux cheveux blancs impeccablement coiffés. Elle lui offrit du café et des madeleines. « Alors, dit-elle en s'installant dans son fauteuil, vous avez des nouvelles de mon arrière-grand-père ? Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il avait disparu un jour, qu'il était parti de la maison et qu'on ne l'avait jamais revu. C'était le grand mystère familial. » Lucien sortit son ordinateur portable, lui montra les documents. L'acte d'admission au sanatorium de Sainte-Agathe, le dossier médical. Les notes du docteur Beaumont, décrivant comment Jean-Louis avait été interné par sa propre famille, qui le trouvait encombrant depuis qu'il avait perdu son travail et sombré dans la dépression. « Ils l'ont enfermé », lut Simone à voix haute, incrédule. « Sa propre famille, parce qu'il était triste. » Lucien hocha gravement. « Il est mort 3 mois après son admission. Le rapport médical indique défaillance cardiaque. Mais d'après les notes infirmières, il s'est laissé mourir. Il refusait de manger. » Simone resta longtemps silencieuse, fixant la photographie sépia de Jean-Louis qu'elle avait toujours eue sur sa cheminée, un homme au regard mélancolique, portant la tenue de travail d'un artisan. « Toutes ces années, murmura-t-elle finalement, on pensait qu'il nous avait abandonnés. Ma grand-mère en a voulu à son père toute sa vie. Et en fait, il était prisonnier. Il est mort prisonnier. Je suis désolé, dit Lucien. Mais maintenant, vous savez, et nous allons lui donner une vraie sépulture, avec son nom. Simone pleura doucement, en tenant la main de Lucien. Merci, merci de l'avoir retrouvé. Cette rencontre fut la première de nombreuses. Isabelle et Lucien, avec l'aide de bénévoles et de généalogistes, entreprirent de retrouver les descendants de chacune des 201 victimes. Certains étaient intraçables, familles éteintes, registres perdus dans les bombardements de la guerre. Mais pour 137 d'entre eux, ils réussirent à établir des liens. Il y eut Marie-Claire Fontaine, la patiente numéro 47, internée pour hystérie féminine à 28 ans. Ses descendants apprirent qu'elle avait été enfermée par son mari, parce qu'elle refusait de lui obéir et avait osé demander le divorce. Une honte inacceptable en 1866. Il y eut Antoine Leroux, le patient numéro 3, qualifié d'idiot congénital. Son arrière-arrière-petit-neveu, professeur de médecine à Caen, examina les descriptions médicales et diagnostiqua rétrospectivement une simple dyslexie sévère. On l'a enfermé et lobotomisé parce qu'il ne savait pas lire, dit-il, effondré. Il y eut Jeanne Bouvier, la patiente numéro 73, morte de faim après 48 jours de jeûne thérapeutique. Sa descendante, une militante des droits de l'homme, organisa une manifestation devant le site de Sainte-Agathe, exigeant que l'État reconnaisse officiellement ses crimes. Mais le cas le plus poignant fut celui du patient numéro 201, Thomas. Le dossier médical était frustrant de vide. Aucun nom de famille, aucune origine précise, juste trouvé errant près de l'institution le 18 octobre 1866, absence de parole, absence d'identité. Isabelle passa des semaines à recouper les données. Elle chercha dans les archives des hospices, des orphelinats, des gendarmeries de l'époque. Elle finit par trouver un rapport de police daté du 17 octobre 1866, mentionnant un garçon d'environ 14 ans, muet, découvert sur la route de Louviers, apparemment en fuite d'une institution inconnue. En fuite.
Thomas n'était pas un patient, il était un fugitif. Lucien eut une intuition. Il retourna dans les archives du sanatorium, examina les admissions des jours précédant le 18 octobre 1866. Et là, il le trouva, le 12 octobre, admission du patient numéro 200, Hélène Mercier, 16 ans, état confusionnel suite à trauma familial. Les notes du docteur Beaumont mentionnaient « La patiente Mercier est arrivée accompagnée de son jeune frère, qui a disparu la nuit suivante. Recherches infructueuses. » Le frère d'Hélène. Thomas était le frère d'Hélène. Lucien chercha le dossier d'Hélène. Elle était morte en novembre 1866, 3 semaines après son admission, de défaillance généralisée. En réalité, comme la plupart, d'un mélange de malnutrition, de mauvais traitements et de désespoir. Pourquoi avait-elle été internée? Le dossier indiquait « internée sur demande paternelle suite à scandale familial ». Lucien creusa plus profond. Il retrouva la famille Mercier dans les archives de Louviers, une famille bourgeoise, le père, notaire, la mère, morte en couche en 1862, et 2 enfants, Hélène, née en 1850, et Thomas, né en 1852. Dans les gazettes locales de 1866, il trouva un entrefilet, scandale chez les Mercier. La fille du notaire aurait eu une relation honteuse. Le père demande la discrétion. Hélène était enceinte, à 16 ans, et son père, pour éviter le déshonneur, l'avait fait interner dans un asile. Thomas, son frère de 14 ans, avait tenté de la protéger. Il s'était enfui avec elle, ou l'avait suivie, mais ils avaient été rattrapés. Hélène était morte à Sainte-Agathe, et Thomas, sans voix, probablement traumatisé au point de perdre la parole, avait été gardé comme patient lui aussi. Il était mort en 1944, à 92 ans, le plus vieux pensionnaire, celui qui avait survécu le plus longtemps dans cet enfer, 78 ans enfermé. Lucien retrouva des mentions de lui dans les rapports successifs des directeurs. Patient 201, muet, docile, utilisé pour les corvées. Il avait été transformé en domestique non payé, un fantôme vivant. Isabelle, bouleversée, chercha des descendants. La lignée Mercier s'était éteinte. Le père notaire était mort sans autres enfants. Mais elle retrouva un cousin éloigné, descendant d'un oncle. Philippe Marchand, 56 ans, avocat à Paris. Quand ils le contactèrent et lui racontèrent l'histoire, il resta silencieux longtemps au téléphone. « Je savais, dit-il finalement. Enfin, je savais qu'il y avait un secret dans la famille. Mon grand-père mentionnait parfois une honte au XIXe siècle, mais il ne donnait jamais de détails. Je pensais à une faillite ou un divorce, pas à ça. » Il se rendit à Évreux pour rencontrer Lucien et Isabelle. Il vit les photographies du jeune Thomas. Une seule existait, prise en 1920, le montrant comme un vieil homme voûté, le visage marqué par des décennies d'internement. « Il ressemble à mon arrière-grand-père », murmura Philippe. « Les mêmes yeux, la même forme de visage. » Il accepta de fournir un échantillon ADN pour confirmer le lien familial. Les résultats revinrent 2 semaines plus tard. Correspondance positive. Thomas Mercier, patient numéro 201, avait retrouvé une famille. En mars 2025, une cérémonie fut organisée. Les ossements des 201 victimes de Sainte-Agathe, identifiés ou non, furent inhumés dans un nouveau cimetière, spécialement aménagé à proximité du site de l'ancien sanatorium. Chaque tombe portait un nom quand il était connu, ou simplement un numéro suivi de la mention « Victime de Sainte-Agathe ». Plus de 300 personnes assistèrent à la cérémonie. Descendants, historiens, militants, journalistes. Le préfet de l'Eure prononça un discours reconnaissant officiellement un crime médical et une dissimulation administrative qui ont déshonoré la République. Lucien, debout sous la pluie fine qui tombait ce jour-là, regardait la foule. Simone Bertrand Lachaume était là, portant une rose blanche pour son arrière-grand-père. Philippe Marchand déposait une gerbe devant la tombe de Thomas et Hélène Mercier, réunis dans la mort après tant de souffrances. Isabelle, à côté de lui, prit sa main. « On l'a fait », dit-elle doucement. « On leur a redonné leur histoire, leur dignité. » Lucien hocha la tête.
Mais quelque chose le taraudait encore. Quelque chose qu'il n'avait pas dit à Isabelle. En fouillant les derniers documents du bureau secret, il avait trouvé une liste manuscrite datée d'août 1944, signée par le mystérieux CM de Paris. C'était une liste de noms, pas de patients, mais de médecins, de préfets, de responsables administratifs. Des personnes impliquées dans le fonctionnement et la dissimulation de Sainte-Agathe. Et parmi ces noms, il y en avait un qui avait glacé Lucien jusqu'aux os. Vasseur, Pierre Vasseur, 1910-1987. Gardien au sanatorium de Sainte-Agathe, 1938-1944. Son grand-père. Lucien n'en avait parlé à personne. Pas à Isabelle, pas aux autorités, pas même à sa propre famille. Il portait ce secret comme un poids de plomb dans sa poitrine depuis des semaines. Pierre Vasseur, son grand-père paternel, était mentionné 3 fois dans les documents de Sainte-Agathe, une fois dans le registre du personnel de 1938, une fois dans un rapport de 1942 décrivant les gardiens fiables qui n'avaient pas protesté contre la réduction des rations, et une fois dans la fameuse lettre de CM listant le personnel ayant signé l'accord de confidentialité après la libération. Lucien avait très peu connu son grand-père. Pierre était mort quand Lucien avait 7 ans. Il se souvenait d'un vieil homme silencieux, qui ne parlait jamais du passé, qui se renfermait dans un mutisme obstiné dès qu'on évoquait la guerre. Sa grand-mère, Marguerite, était morte en 2010. Mais Lucien avait gardé des cartons de leurs affaires, stockés dans le grenier de la maison familiale à Évreux, la maison qu'il avait héritée et qu'il n'avait jamais eu le courage de vendre après la mort de ses parents. Un soir d'avril 2025, 3 semaines après la cérémonie d'inhumation, Lucien se décida. Il retourna dans la vieille maison, montant l'escalier grinçant vers le grenier poussiéreux. Les cartons étaient là, empilés sous les combles, couverts de toiles d'araignée. Il les ouvrit un par un, photographies jaunies, lettres, papiers administratifs. Et puis, au fond du 3e carton, il trouva un journal intime. Couverture en cuir noir usé, pages cornées et tachées. L'écriture serrée de son grand-père. Lucien descendit dans le salon, alluma toutes les lampes et commença à lire. Les premières pages dataient de 1938. Pierre Vasseur, 28 ans, venait d'être embauché comme gardien à Sainte-Agathe. Il écrivait avec un mélange de naïveté et d'optimisme. 3 janvier 1938, premier jour de travail au sanatorium. Le bâtiment est impressionnant, un peu sinistre. Le docteur Giraud, le directeur, m'a fait visiter. Il y a environ 800 patients. Beaucoup ont l'air perdus, absents. Ça me fait de la peine. Mais le docteur dit que c'est un endroit où on aide les gens, que la médecine moderne fait des miracles. J'espère qu'il a raison. Puis, au fil des mois, le ton changeait. Pierre décrivait les traitements qu'il voyait, les douches glacées, les contentions prolongées, les lobotomies. Son écriture devenait plus hésitante, plus troublée. 15 juin 1938. Aujourd'hui, j'ai assisté à une intervention chirurgicale. Le docteur Giraud a ouvert le crâne d'une patiente, une jeune femme qui hurlait tout le temps. Il a enfoncé un instrument dans son cerveau. Elle s'est calmée après. Mais son regard, elle était vide, comme si on avait éteint une lumière en elle. Je ne sais pas si c'est vraiment de la médecine, mais je ne suis qu'un gardien. Que puis-je dire? La guerre arriva. Les entrées du journal se faisaient plus espacées, plus sombres. 20 novembre 1942. Les rations ont encore été réduites. Les patients reçoivent à peine 500 calories par jour. Ils sont squelettiques, certains fouillent les poubelles, d'autres mangent les feuilles des arbres de la cour. Giraud dit que c'est nécessaire, que la nourriture est réquisitionnée pour l'effort de guerre allemand, que de toute façon, ces gens sont inutiles à la société. Je hais ce qu'il dit, mais que puis-je faire? Si je proteste, je perds mon travail. Ma femme est enceinte. On a besoin de l'argent. Alors je me tais et je regarde mourir ces pauvres âmes. Lucien sentait les larmes lui monter aux yeux. Son grand-père savait, il voyait, mais il ne faisait rien. 7 mars 1944. Ils meurent tellement vite maintenant. 10, 15 par semaine. On les jette dans la fosse derrière le bâtiment. Giraud nous fait graver un numéro sur leur crâne avant de les enterrer. Pour les comptabiliser, il dit.
Mais je pense que c'est pour déshumaniser encore plus, pour qu'on oublie que c'était des personnes. Je fais des cauchemars. Je vois leurs visages, leurs yeux creux qui m'implorent. Mais le matin, je retourne au travail, parce que je suis un lâche. Et puis, 20 août 1944, la libération. L'entrée du journal était datée du 16 août. 16 août 1944. C'est fini. Évreux est libre. Les Allemands sont partis. Mais avant de partir, le docteur Giraud a reçu des ordres. Je ne sais pas de qui. Du préfet peut-être, ou de plus haut. Il fallait nettoyer, éliminer les derniers patients. Pour qu'il ne reste aucun témoin, j'ai refusé. J'ai dit que j'en avais assez fait, que je ne tuerais personne. Giraud m'a menacé. Il a dit que si je ne coopérais pas, il raconterait aux autorités que j'avais collaboré avec les nazis, que j'avais abusé des patients. Il avait même fabriqué de faux documents pour appuyer ses accusations. Je n'avais pas le choix, ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Nous avons utilisé de la morphine, des doses massives. Ils se sont endormis et ne se sont pas réveillés. 53 patients en 3 jours. Je suis un meurtrier. Lucien dut s'arrêter de lire. Il tremblait, son grand-père, l'homme silencieux qui lui donnait des bonbons quand il était enfant. Un meurtrier. Il continua, les mains tremblantes. 22 août 1944. Des hommes sont venus de Paris. Des civils en costume. Ils ont tout pris. Les dossiers, les registres, les preuves. Ils nous ont fait signer des papiers. Un accord de confidentialité. Si on parle, on va en prison pour complicité avec l'ennemi. Le préfet a ordonné de démanteler le sanatorium, de l'enterrer, de faire comme s'il n'avait jamais existé. Je signe, parce que je suis un lâche, parce que j'ai peur. Mais je sais que je ne pourrai jamais oublier. Ces visages, ces 201 fantômes qui me hanteront jusqu'à ma mort. Les entrées suivantes étaient sporadiques. Pierre écrivait peu après la guerre. Mais une entrée datée de 1960 frappa Lucien. 10 mars 1960. Mon fils André vient d'avoir un garçon. Mon petit-fils. Ils l'ont appelé Lucien. Je le regarde dormir dans son berceau et je me demande quel héritage lui laisse-t-on. Mon fils ne sait rien de ce que j'ai fait. Je ne lui ai jamais dit. Comment pourrais-je? Mais j'espère que lui, Lucien, vivra dans un monde meilleur. Un monde où les horreurs que j'ai vues ne pourront plus se produire. Je sais que c'est naïf. Mais c'est tout ce qui me reste. L'espoir. Lucien ferma le journal, les larmes coulant librement sur ses joues. Son grand-père l'avait tenu dans ses bras, avait espéré qu'il connaîtrait un monde meilleur. Et maintenant, 65 ans plus tard, Lucien déterrait les crimes dont Pierre avait été complice. Le lendemain, il appela Isabelle. Ils se retrouvèrent dans un café d'Évreux. Lucien lui tendit le journal sans un mot. Elle le lut entièrement, lentement, son visage pâlissant à mesure qu'elle tournait les pages. Quand elle eut fini, elle resta longtemps silencieuse. « Je suis désolée, dit-elle finalement. C'est horrible de découvrir ça sur sa propre famille. » « Est-ce que ça change quelque chose ?» demanda Lucien, la voix rauque. « À notre travail? Au fait qu'on cherche la vérité ?» Isabelle secoua la tête. « Non, ça ne change rien. Ton grand-père était complice. C'est un fait. Mais ça fait aussi partie de l'histoire. Une histoire complexe. Il n'était pas un monstre sadique comme Beaumont ou Giraud, mais il a fait des choix terribles par lâcheté, par peur. Il a tué, dit Lucien amèrement, 53 personnes, de ses propres mains. Oui, et il a porté cette culpabilité jusqu'à sa mort. Isabelle posa une main sur celle de Lucien. La question c'est, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Lucien réfléchit longtemps. Puis il se redressa, s'essuya les yeux. Je vais publier le journal, avec le reste des documents, parce que c'est important de montrer... Comment ça se passe? Comment des gens ordinaires deviennent complices de l'horreur, pas par méchanceté, mais par lâcheté, par conformisme, par peur. Les gens vont te juger, avertit Isabelle. Ils vont dire que tu trahis ta famille. Ma famille, c'est aussi ces 201 victimes, répondit Lucien, parce qu'on est tous humains. Leur mémoire est plus importante que la réputation d'un mort. En juin 2025, le livre fut publié. Sainte-Agathe.
Histoire d'un crime médical et de sa dissimulation, coécrit par Lucien Vasseur et Isabelle Renard. Il contenait les archives complètes du sanatorium, les photographies, les témoignages des descendants, et le journal intime de Pierre Vasseur. Le scandale fut immense. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Des débats télévisés opposèrent historiens, médecins, politiques. Certains accusèrent Lucien de salir la mémoire nationale. D'autres le défendirent, arguant que la vérité devait primer sur le confort. L'Ordre des médecins publia un communiqué condamnant les pratiques de Sainte Agathe et reconnaissant la responsabilité historique de la profession. Le gouvernement français créa une commission d'enquête parlementaire pour examiner d'autres cas similaires, d'autres asiles où des atrocités avaient pu être commises et dissimulées. Lucien reçut des centaines de lettres. Certaines étaient haineuses, l'accusant de trahir son pays et sa famille. Mais beaucoup étaient reconnaissantes. Des descendants d'autres victimes d'asiles psychiatriques, des chercheurs qui étudiaient l'histoire de la psychiatrie, des militants des droits humains. Une lettre en particulier le toucha profondément. Elle venait de Philippe Marchand, le descendant de Thomas et Hélène Mercier. « Cher Lucien, merci. Grâce à vous, Thomas et Hélène ont retrouvé leur histoire. Ils ne sont plus des numéros, ils sont redevenus des personnes, avec des noms, des familles, des vies qui ont compté. Je sais que publier le journal de votre grand-père a dû être extrêmement difficile, mais c'était la bonne chose à faire, parce que ça montre que personne n'est à l'abri de la compromission morale. Que dans les bonnes circonstances, ou plutôt les mauvaises, nous pouvons tous devenir complices de l'horreur. Votre grand-père a fait des choses terribles, mais il a aussi laissé un témoignage, et ce témoignage est une mise en garde pour nous tous. Ne l'oubliez jamais, vous avez rendu justice à 201 âmes, c'est ce qui compte. Lucien conserva cette lettre dans son portefeuille. Un an plus tard, en octobre 2026, Lucien retourna sur le site de Sainte-Agathe. Le chantier de l'autoroute avait été déplacé. L'endroit où se trouvait le sanatorium avait été transformé en mémorial. Un parc sobre et recueilli. Des plaques commémoratives avec les noms des 201 victimes. Un petit musée dans un bâtiment moderne, exposant les archives, les photographies, racontant l'histoire. Et au centre, un monument. Simple, sobre, une stèle de granit noir portant l'inscription « À la mémoire des 201 victimes du sanatorium de Sainte-Agathe, 1866-1944. Oubliées 2 fois vivantes à nouveau, Isabelle était là, supervisant la dernière phase de l'aménagement. Elle vit Lucien approcher et lui sourit. « C'est fini, dit-elle. On a fait tout ce qu'on pouvait. » Lucien hocha la tête. « Tu penses qu'ils auraient été satisfaits ? Les 201 ? Je pense qu'ils auraient été reconnaissants. » Isabelle passa son bras sous le sien. « Tu sais, j'ai reçu un email hier, d'une chercheuse belge. Elle dit qu'elle a trouvé des traces d'un autre sanatorium, près de Reims, qui a mystérieusement disparu des archives en 1950. Elle veut notre aide pour enquêter. » Lucien sentit un frisson familier, le frisson de la découverte, de la quête de vérité. « Combien de Sainte-Agathe y a-t-il eu ?» murmura-t-il. « Combien de victimes effacées, enterrées, oubliées ?»« Je ne sais pas, » répondit Isabelle, « mais on peut les trouver, un par un, leur rendre leur nom, leur histoire. » Ils restèrent longtemps devant le monument, regardant le soleil décliner sur les champs normands. Le vent portait une odeur de terre fraîche et de pluie prochaine. Lucien pensa à son grand-père, au choix qu'il avait fait, à la culpabilité qu'il avait portée. Il pensa à Thomas Mercier, enfermé pendant 78 ans, qui n'avait jamais revu le ciel libre. Il pensa à Marie-Claire Fontaine, à Jean-Louis Bertrand, à tous les autres, et il se jura que tant qu'il respirerait, il continuerait. Il déterre les oubliés. Il raconterait leurs histoires. Il ferait en sorte qu'aucune victime ne soit effacée 2 fois, parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire, la seule rédemption possible. Derrière eux, dans le musée, un groupe de lycéens visitait l'exposition. Leurs professeurs leur expliquaient l'histoire de Sainte-Agathe. Les adolescents écoutaient, certains choqués, d'autres bouleversés. L'un d'eux,
Une jeune fille aux cheveux courts leva la main. « Professeur, comment est-ce que des choses pareilles ont pu arriver? Comment est-ce que personne ne s'est rendu compte ?» Le professeur réfléchit un moment avant de répondre. Parce que c'était progressif. Parce que les victimes étaient déjà marginalisées, invisibles. Parce que ceux qui savaient avaient peur de parler. Et parce que, parfois, la société préfère ne pas voir ce qui la dérange. Il marqua une pause. C'est pour ça qu'il est important de se souvenir, de ne jamais oublier, parce que l'oubli, c'est ce qui permet aux horreurs de se répéter. Les lycéens hochèrent gravement la tête. Et dans le parc, devant le monument, Lucien sourit doucement. Parce que c'était ça, la vraie victoire. Pas juste exhumer des squelettes, mais s'assurer que l'histoire soit racontée, transmise, retenue. Les 201 n'étaient plus des numéros. Ils étaient des leçons, des mises en garde, des témoins d'une époque sombre, mais aussi d'une vérité retrouvée. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. En 2030, 4 ans après l'inauguration du mémorial, Lucien Vasseur et Isabelle Renard avaient exhumé et documenté 6 autres sanatoriums fantômes à travers la France et la Belgique. Leurs travaux avaient conduit à l'identification de plus de 1000 victimes oubliées des systèmes asilaires du 19e et du 20e siècle. Lucien, désormais âgé de 50 ans, donnait des conférences dans les universités, formait de jeunes archéologues et historiens à l'importance de la mémoire. Il avait créé une fondation, Les Oubliés, dédiée à la recherche et à la commémoration des victimes d'institutions fermées. Isabelle était devenue une référence mondiale en anthropologie médico-légale des traumatismes institutionnels. Ses recherches étaient citées dans les cours de médecine et d'éthique à travers l'Europe. Mais tous les ans, le 22 octobre, date à laquelle ils avaient découvert la fosse de Sainte-Agathe, ils revenaient à Évreux. Ils se tenaient devant le monument, déposaient 201 roses blanches et se souvenaient. Parce que se souvenir, c'est résister à l'oubli. Et résister à l'oubli, c'est honorer les morts. Et honorer les morts, c'est protéger les vivants. Les 201 âmes de Sainte-Agathe, effacées 2 fois, étaient désormais vivantes à jamais dans la mémoire collective. Leurs noms gravés dans la pierre, leurs histoires racontées aux générations futures, leurs souffrances transformées en leçons. Ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était une fin juste. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer.